Roberto, mi amigo, murió en la Florida, su querida hija. Bon, alors le 6 février, non pas 1934, c'est pas un anniversaire, je ne serais pas bien de fêter ça, mais nous sommes quand même très contents parce que Dominique Rousseau est là et ça fait un moment qu'on cherche à la voir avec Frédéric Delmarès. Vous êtes deux représentants très récents de la CAB, de la communauté d'agglomération bergeracoise, et comme les 5 entretiens que nous avons faits précédemment, qui sont sur notre site, nous allons nous consacrer un peu à la réforme territoriale aujourd'hui. Bon, on a déjà dit pas mal de choses sur le cadre général, donc la création de la CAB est très récente. Ben voilà, je vais vous laisser la parole tous les deux pour non pas faire un bilan de 3 semaines d'existence ou de 4 semaines d'existence, mais enfin pour nous dire un peu comment vous envisagez les choses, pardon, sachant que à Canal Pourpre, on aimerait que la discussion soit à la fois voilà, bienveillante, avertie, qu'on parle un peu en essayant de parler comme des citoyens ordinaires, ce que nous ne sommes sûrement pas, mais enfin, on va essayer de l'être. Donc, à vous la parole, à l'un de vous deux. Oui, Dominique. Bon, merci à Canal Pourpre de nous recevoir aujourd'hui. Je tenais à excuser aussi Armand Zaccaron, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui, pris par d'autres engagements, ne pouvait pas être là. Tu l'as dit, cette communauté d'agglomération est en place depuis le 1er janvier 2013. Mais c'est le résultat d'un travail depuis maintenant plus de 3 ans. Et cette communauté d'agglomération, je crois qu'il est important de le préciser, regroupe 3 communautés de communes qui étaient en place à l'époque, c'est-à-dire communes en tout. Les 3 communautés de communes étaient Bergerac-Pourpre, la communauté de communes des Trois-Vallées et la communauté de communes de Hérault-Lidoire. 58 000 personnes. Oui, près de 56, 57 000 personnes, et donc 27 communes à l'échelle de ce territoire. Nous avons donc eu la fusion, voire la transformation, donc de 3 communautés de communes en une communauté d'agglomération. Il faut savoir que pour constituer une communauté d'agglomération, il faut avoir plus de 50 000 habitants. Donc à l'échelle de ce département, aujourd'hui, 2 communautés d'agglomération existent. La CAP sur Périgueux et les communes alentours, et Bergerac et les communes alentours. Donc là, nous avons une collectivité qui, avec ses compétences, on pourra l'aborder tout à l'heure, reprend un certain nombre de compétences des communautés de communes dans lesquelles nous étions précédemment et sur lesquelles viennent s'ajouter des compétences obligatoires. Donc, un territoire beaucoup plus vaste et qui répond bien sûr aux besoins de notre population à l'échelle de ce territoire. Et aux enjeux qui sont les nôtres. Les enjeux, bien sûr, tu comprends, là tu commences déjà à nous coincer un peu parce qu'on n'est pas sûr que ça répond bien sûr. Enfin, je ne sais pas. Nous venons de nous entretenir avec un maire de petite commune qui faisait état d'une crainte, M. Delmarès va peut-être répondre à ça, c'est comment éviter la noyade, c'est-à-dire je suis maire d'une commune de 1200 habitants, qu'est-ce que je vais faire avec 58 000 ou 57 000 habitants, dans quoi je dois m'insérer, m'intégrer. Enfin, bon, vous avez peut-être des idées là-dessus. Je crois qu'il y a 2 éléments qui nous ont apporté des réponses concrètes à cette question. Le premier élément, c'est un élément naturel, c'est la neige, puisque c'est une problématique à laquelle nous devions faire face de manière individuelle jusqu'à aujourd'hui. De manière collective, on a pu résoudre le problème et en pas 24 heures, les routes étaient déneigées. Donc ça, c'est un élément concret qui vient... Il y a un effet d'échelle peut-être. L'effet d'échelle, l'effet de moyens, l'effet de réactivité. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est aussi toujours lié à l'actualité, c'est à proximité d'ici d'ailleurs le sinistre de l'entreprise Bouchidou, très dommageable pour l'emploi sur Bergerac. La dimension nouvelle créée par la fusion de ces 3 communautés nous a permis de manière collective de nous associer à cette problématique et je peux l'annoncer dès aujourd'hui, on a pu acquérir un bâtiment sur Creil qui doit permettre à l'entreprise de redémarrer au plus vite, ou tout du moins
nous avons eu la possibilité de répondre très rapidement aux besoins de l'entreprise pour ne pas la laisser seule face à cette problématique. Voilà, donc je crois que là, il y a vraiment deux éléments concrets qui nous permettent de dire que on est présent à la fois sur les communes et de manière collective. Ça, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. Hein, le fait qu'on mutualise les moyens fait que ces moyens sont plus importants. D'accord. Mais vous voyez aucun inconvénient du point de vue démocratique, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que les décisions... alors effectivement, elles peuvent être plus rapides, plus efficaces, etc. Mais elles sont aussi... Est-ce qu'elles sont aussi pas plus éloignées des gens? Enfin, c'est peut-être un faux argument, mais tout de même, non. Oui, je pense que c'est un faux argument. Ouais. Si vous voulez, les communes ont désigné leurs délégués au sein de la communauté d'agglomération. Ces délégués ont voté pour élire donc, aussi leur vice-président et le président. Mmh. De manière tout à fait démocratique. Et en ce sens, la diversité, je dirais, politique et représentative de toutes les différentes organisations est présente. D'accord. Elle est présente. Nous avons une diversité. Alors, bien sûr, après, vous me dites sans étiquette, souvent les maires des petits villages sont sans étiquette. Ouais. Indépendants, comme ils disent. Indépendants. Ouais. Mais ils sont là. Des représentants de la société dite civile sont également présents. Les différentes formations politiques sont également présentes. Donc, cette représentation s'est faite de la manière la plus démocratique possible et, je dirais, dans la diversité. Alors, excuse-moi, mais sauf un petit truc, c'est que cette diversité dont tu parles, la démocratie dont tu parles, aboutit finalement à une cape monocolore. Le président et vice-président sont tous PS, quoi. Non, pas du tout. Non. Président et vice-président, eh bien, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, eh bien, il y a toute la diversité et toutes les représentations des différentes formations politiques. Ah oui, il n'y a pas que des maires de petites communes sont présents et sont vice-présidents. Je pense au maire de Caïssac, je pense au maire de Gardonne, je pense à un représentant de la commune de Saint-Laurent-des-Vignes, etc., etc. Le Saint-Germain-Mons. Donc, je dirais que toutes les tailles des communes, comme toutes les appartenances politiques ou sensibilités, eh bien, sont présentes dans cette défends la représentativité de cette élection. Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est quelque chose qui a été travaillé. C'est quelque chose sur lequel nous sommes depuis plus de 3 ans. Et je dirais que cette représentation aujourd'hui est le fruit d'un travail bien en amont. Pour preuve, si cette élection s'est passée dans d'aussi bonnes conditions, c'est que cette diversité a été particulièrement représentée et prise en compte. Si ça n'avait pas été le cas, nous l'aurions bien vu le jour de l'élection. Oui, 6 votes blancs, je crois, sur 63. Donc voilà, c'est QFD. Oui, bon, d'accord. Pas de contre et pas d'opposition du tout. Il y avait la possibilité, comme dans toute élection, bien quelqu'un puisse se présenter, puisse faire part d'une opposition de telle ou telle manière. Par le vote, justement, et c'est bien le vote qui permet, dans un régime démocratique, de pouvoir ainsi se positionner. D'accord. Que des partis politiques, et encore heureux qu'il y ait des partis politiques, et que les partis politiques puissent être présents. D'accord. Un pays où il n'y a plus de partis politiques, on sait bien ce que c'est, on sait bien ce que ça donne. Oui, mais enfin, un pays où il y a trop de partis politiques pourrait ne pas être préférable. La partitocratie est peut-être pas préférable à l'absence de partis. Je ne sais pas. Nous sommes là, bon, on n'est pas dans des choses dans une fourmilière, loin de là. Mais je dirais que les différents partis sont représentés, la diversité est respectée. Et en ce sens, je dirais qu'on a eu une belle illustration de ce qui pouvait être de l'application des principes démocratiques. D'accord. Alors, rationalisation des moyens, démocratie, ok. Il y a un troisième argument peut-être qui touche aussi au dernier, c'est est-ce qu'il n'y a pas du coup la piste ouverte pour une course aux indemnités, c'est-à-dire est-ce que ces nouvelles fonctions territoriales ne vont pas
titiller encore plus le soupçon du citoyen de dire ces types cherchent à se remplir les poches, quoi, pour le dire vite. Je peux répondre. Je vais parler juste de mon cas personnel, puisque la parole m'est donnée. Dans ma vie professionnelle, je dirige une petite entreprise. Donc j'étais seul pendant 19 ans à diriger cette petite entreprise. Et le fait de rentrer dans la vie politique m'a amené à recruter quelqu'un pour me remplacer. Ouais. Donc aujourd'hui, pour faire court hein, dans l'explication, cet employé qui travaille sur mon entreprise a un salaire modéré. Je préférerais pouvoir lui donner davantage, mais c'est comme ça. Donc cumulé avec ses charges sociales, c'est quelqu'un qui coûte, j'aime pas le terme, mais qui coûte 40 000 € à la société par an. Si je fais aujourd'hui le total des indemnités que je perçois, je suis loin du compte. Donc je veux dire simplement aujourd'hui qu'il faut faire attention aux illusions et que ces indemnités, ce sont comme leur nom l'indique, des indemnités. Ce ne sont pas des salaires, ce sont des indemnités qui nous permettent à la fois de financer des repas ou d'inviter des personnes qui sont importantes pour le territoire à discuter ou à travailler, etc. etc. Ce n'est pas un revenu. Voilà. D'accord. Tu partages ce point de vue Oui. Et puis pour compléter les propos de Frédéric, je dirais qu'il y avait des indemnités sur les communautés de communes. Nous n'avons pas souhaité une augmentation des indemnités. C'est-à-dire qu'on a le total des indemnités, 700 €, je crois. Le total des indemnités des 3 communautés de communes, eh bien, devait rester en l'état. C'est ce qui a été décidé. Alors tout cela est bien réglementé, hein. La loi, et heureusement, réglemente bien tout ça. Moi, j'ai accepté de diminuer, de ne pas être au plafond des indemnités, parce que je ne voulais pas avoir plus d'indemnités que ce que j'avais précédemment. Donc les choses sont bien claires en ce sens. Et je dis heureusement que tout cela est bien légiféré, bien codifié, parce que cela évite bien les dérives que l'on a pu connaître par le passé. Et bien évidemment, ce qui est important aussi, c'est de militer, et je milite pour qu'on ait un véritable statut de l'élu. Ce qu'est en train de dire Frédéric, hein, c'est bien l'absence de statut au niveau de l'élu, voilà, qui met en difficulté effectivement la personne qui va s'engager, parce que c'est un véritable engagement. Le temps que nous y passons, je peux vous garantir que c'est du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'il ne faut pas cumuler, il ne faut pas renouveler les mandats. C'est pour ça, parce que sinon vous allez être trop fatigué. Je ne suis pas un supporter du cumul des mandats, loin de là. Pour être sérieux, le statut, c'est vrai que c'est un problème. Alors, on est d'accord. Première question, qu'est-ce que vous faites pour non pas convaincre, mais faire savoir que vous n'êtes pas la mafia, quoi, hein, et que vous en mettez pas plein les poches, premièrement. Et deuxièmement, beaucoup plus généralement, qu'est-ce que vous pensez de la professionnalisation de la politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut viser plutôt les professionnels, devenir professionnels, ou bien est-ce qu'il faut au contraire freiner la professionnalisation pour dire, écoutez, c'est très bien que l'homme du commun, le citoyen, se coltine avec ses moyens à la difficulté de la vie politique. Et il ne faut surtout pas que ce soit des professionnels, parce que là, c'est la porte ouverte à toutes les agences de spécialistes, ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, moi, ce que j'en dis, c'est que je ne suis pas du tout favorable à la professionnalisation de la politique. Absolument pas. Je crois que l'homme politique... Comment l'éviter? Est-ce que le moyen de l'éviter... Le statut de l'élu. Le statut de l'élu. C'est-à-dire la limite du mandat? La limite du mandat, le statut de l'élu, c'est-à-dire le non-cumul. Non-cumul. Le fait de pouvoir, au bout d'un certain temps, ne pas renouveler itam aeternam le mandat. C'est tous ces points qui ont été évoqués, qui sont en discussion actuellement. Soyons un peu fous. Donc, l'idéal, non-cumul, tu l'as dit, et renouvellement limité. Ça veut dire quoi? Le temps que tu crois être la limite possible d'un boulot comme le tien, c'est quoi? C'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans? Est-ce qu'on peut... Comme ça, hein, rêver un peu. Oui, on
on peut rêver. Bon, on sait bien que les choses ne vont pas aussi vite que nous le voudrions lors des mises en place, et qu'il faut aussi du temps pour pouvoir mettre en place que les réalisations puissent. Donc là-dessus, je crois qu'il faut qu'on le détermine. Si c'est 2 mandats maximum, c'est une dizaine d'années, quoi. Une dizaine d'années. On voit bien que dans l'ordre des choses, dans notre fonctionnement aujourd'hui, et puis le fonctionnement des administrations, des collectivités, etc. Bon, il faut aussi du temps. Nous entendons bien évidemment, avec les moyens qui sont les nôtres, notre dynamisme, notre volonté, que ça aille beaucoup plus vite. Mais bon, il y a des choses incompressibles avec lesquelles il faut... Alors, une dizaine d'années... C'est ça paraît correct. Ça paraît raisonnable. Vous êtes d'accord là-dessus? Je suis assez d'accord. Moi, je nuancerai un petit peu quand même ce que dit Dominique. Je crois que dans le statut de l'élu, il ne faudrait pas oublier d'y intégrer... cette période d'apprentissage qui nous amène à une certaine compétence. Et à partir de là, comme souvent nous sommes propulsés, sommes élus à des fonctions auxquelles nous n'avons pas forcément été préparés. Donc à partir de là, nous avons besoin de nous familiariser avec tous ces systèmes. Et les services officiels, les services professionnels de l'État entendent ça, c'est-à-dire sont prêts à vous préparer, à vous faciliter la tâche, ou bien est-ce qu'ils sont au contraire jaloux de leur connaissance au fond? C'est intégré dans ce questionnement du statut de l'élu. C'est une problématique générale qui englobe ce point-là. C'est votre ennemi ou c'est votre ami? comment ça se passe? Non, c'est certainement pas le préfet n'est pas, et puis en l'occurrence ici en Dordogne, avec le préfet actuel, non, c'est un partenaire. C'est un partenaire avec lequel on peut travailler sur des champs de compétences qui sont différents ou qui se complètent. Et donc, en l'occurrence, non, moi, je dirais que globalement, nous avons de bons rapports avec les services de l'État. Après, vous avez des relations qui vont pouvoir se créer, des relations, je dirais... Sur certains sujets, on peut se retrouver sur une même sensibilité, si bien que ça peut faire accélérer les choses. Mais il y a quand même un point sur lequel je veux insister, c'est la pression de la population. C'est-à-dire, vous êtes à peine élu, qu'il faut avoir déjà réalisé. Et qu'il faut déjà avoir fait. Donc cette exigence qui est de plus en plus... Mais ça, tout le monde peut comprendre que c'est pas raisonnable. Mais cette exigence qui est de plus en plus forte. Claquer dans ses doigts. Nous le voyons bien. Nous voyons bien que cette exigence est de plus en plus forte. Et souvent, c'est notre démarche, c'est-à-dire de favoriser davantage et de prendre en compte l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt particulier. Alors ce qui peut le céder et ce qui peut amener à certaines incompréhensions de la part de la population, d'où une augmentation de la pression. Donc c'est aussi avec ces éléments-là qu'il faut travailler. Est-ce que, une dernière petite question sur ce cadre général, mais est-ce que vous avez une définition de l'idéal politique? C'est-à-dire, voilà, vous avez un objectif ou vous fixez un truc en disant ce que j'aimerais faire, j'y arriverai peut-être pas, je suis, ça marchera pas, mais au fond, est-ce que vous dites, voilà, l'homme politique pour moi c'est ceci ou cela, ou la femme politique d'ailleurs, mais est-ce que vous avez un idéal là de votre moi politique? Si je pouvais le résumer ainsi, en un seul mot, je dirais l'anticipation. Et avoir des perspectives. Savoir ce qui va arriver ou... Anticiper, c'est-à-dire anticiper sur les événements, anticiper, nous parlions de la communauté d'agglomération, un véritable enjeu pour ce territoire. Je le dis trop souvent, nous avons perdu du temps. Plus de 10 ans de temps perdu ici à l'échelle de ce territoire. Et j'en entends certains qui aujourd'hui, mais je dis, mais bon sang, ils sont encore en retard. Ils sont encore en retard d'une guerre. C'est ça que tu réponds à ton homonyme? Non, pas forcément, mais c'est pas forcément. Il vient de dire dans le journal, nous sommes une petite ville qui résonnons comme une grande ville, et c'est pas bien. Eh bien, moi j'ai de l'ambition pour cette ville, j'ai de l'ambition pour ce territoire, et je dis que de ma responsabilité, de ce que je conçois être en tant qu'élu, eh bien, c'est de pouvoir anticiper et de pouvoir préparer l'aménagement de ce territoire. Et sinon,
il y a une réponse. Non, non, pas de réponse. Est-ce que vous avez un modèle au sens personnel, c'est-à-dire, je sais pas moi, hein, on cite Jean Jaurès, Clémenceau, Mendès France, je sais pas qui. Est-ce qu'il y a des modèles comme ça qui vous titillent, ou plus anciens dans l'histoire, j'en sais rien. Non, il n'y a pas un type, pas Alain Juppé, je sais pas, Nicolas Sarkozy, non, ça m'étonnerait. Non, vous n'en avez pas. Je crois que pour revenir à la question précédente, je crois qu'une des clés de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur notre territoire, c'est fédérateur. Ouais. C'est ce qui a manqué depuis 30 ans sur ce territoire. C'est quelqu'un qui ait cette capacité à fédérer. Ouais. Aujourd'hui, c'était la division sur Bergerac. On a beaucoup de mal avec l'Europe. Enfin, non, mais je parlais du local. Hein. Je parlais du local. Oui, bien sûr, oui. Et donc, ce retard, je confirme, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Dominique, mais le retard, pour moi, est lié à cette absence de fédéralisme. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Mais c'est compliqué, mais j'y reviens. La constitution de cette communauté d'agglomération, eh bien, c'est bien le résultat de cette fédération, de cette mutualisation, dans le respect de la diversité de chacun. D'accord. Et c'est ça qui va nous faire avancer sur ce territoire. Et on a trop subi cette division pendant des lustres. Ouais. Et j'en entends encore aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, mais bon, ça. Encore mais si tu veux, bon, excuse-moi, mais ça ne mange pas de pain de dire respecter la diversité de chacun, bien sûr. Mais je la mets en forme. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais nous la mettons en forme. Oui, bon. Nous la mettons en forme. Monsieur Delmarès, il a donné son exemple, et puis lui, il vient du privé, mais toi, tu es éducateur spécialisé de formation, si je crois bien. Ouais. Hein, donc c'est plutôt la fonction publique, enfin, hein, territoriale. Je dépendais d'une association. Ouais, c'est ça. Alors, même question, tu cumules, tu continues à... Parce que lui, il a dit, oh, il faut que je paye le type qui me remplace 40 000 euros. J'ai toujours un pied dans l'activité professionnelle. Ah, d'accord. J'ai toujours un pied dans l'activité professionnelle, parce qu'on en revient à cette question du statut de l'élu. Demain, je ne suis plus élu. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que tu te réserves un temps de la semaine ou du mois, je sais pas. Je réserve du temps pour intervenir là où tu bosses. Là où je travaille. Bon, si vous voulez, c'est une nécessité. Alors, il y a cette nécessité-là, mais aussi, je trouve que cette relation que l'on peut avoir en tant que professionnel, dans le cadre de mon activité professionnelle, est aussi intéressante dans les rapports que je peux avoir avec les gens et avec les situations rencontrées qui sont bien particulières. Voilà. Et encore une question idiote, mais est-ce qu'il y a un plafond de salaire, enfin de revenus pour un homme politique, je veux dire? Est-ce que vous vous dites, voilà, un type qui touche 400 000 euros par mois, je suppose que c'est trop, mais peut-être que 2 000 euros, c'est pas assez. Non, alors bon... Je ne sais pas si c'est ça le plus intéressant, parce que tu y reviens assez souvent. Je ne sais pas si au niveau de la communauté d'agglomération, il y a quand même d'autres questions qui se posent au niveau de cette communauté d'agglomération. Oui, il y a un plafond. Oui, il y a un plafond. Et à partir d'un certain plafond, que je n'ai plus forcément en tête, mais par exemple, vous avez un maire d'une ville de 25 à 30 000 habitants, plus un député, s'il est député maire de cette eh bien, voilà, eh bien, il sera écrété. C'est-à-dire qu'il y a un plafond qui est atteint, donc il est écrété à ce niveau-là. Donc voilà, mais si vous voulez, je crois qu'il n'y a pas à s'offusquer des indemnités que perçoivent les élus, ou si on s'en offusque, qu'on s'offusque des salaires que touchent les joueurs de football. Ce sont comme une mesure. Oui, donc, mais bon, c'est pas parce qu'il y a des criminels qu'on est excusé de commettre des crimes. Tu comprends, c'est pas parce que d'autres le font que on doit le faire. Mais bon, peu importe, oui, on va pas se disputer là-dessus. Puis tu as raison, c'est un peu vulgaire comme questionnement. Alors, bon, sur le plan local, donc, alors, sur quoi est-ce que vous aimeriez insister? À vous la parole. Posez-vous les questions que vous aimeriez qu'on vous pose. Et puis essayer d'y répondre, quoi. Frédéric. Je crois que ce qui est important, en résumé, par rapport à la communauté d'agglomération, c'est que justement le fait de
de manquer de levier de cette dimension sur notre territoire, nous n'avons pas pu nous doter des éléments structurants nécessaires à toute notre attractivité. Ça vaut pour le tourisme, ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la culture et tous les sujets. Alors de ce point de vue-là, de la même façon que la commune pourrait se craindre d'être avalée par la communauté, de la même façon, est-ce que la communauté ne peut pas craindre d'être avalée par la région ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet comme ça de centralisation, d'aspirateur à centralisation ? Les compétences ne sont pas les mêmes. Elles sont. Je crois que c'est en train de ça va se discuter, quoi. Chacun. C'est très compliqué. On a même parlé d'enlever les lycées aux régions si jamais les départements voulaient s'en occuper. Enfin, on n'est pas encore sur ce schéma-là. Ça fait partie des discussions. Aujourd'hui, à chacun son rôle. C'est dans ce manque de lisibilité et de clarté par rapport aux situations citoyens. On ne va pas remélanger tout ça. L'affaire des compétences, moi je l'ai vu. Non, je ne pense pas. La réforme des collectivités territoriales va repréciser un petit peu tout ça. Elle reprécise d'une certaine manière. On parle de redistribution des compétences. De redistribution des compétences, oui. Au niveau du département, on sait bien quelles sont les compétences du département. Des compétences fortes, 50% du budget du département, c'est-à-dire le budget a été voté à plus de 500 millions, c'est plus de 50%, c'est le social. Et dans le redécoupage qui est prévu, c'est de rajouter de la proximité. Et ce redécoupage va permettre d'avoir une relation beaucoup plus proche avec les habitants. C'est tout l'intérêt donc de cette réforme. Renforcer la proximité. Le département qui, donc, dans sa relation avec les habitants, par le redécoupage des cantons, permettra d'avoir, je dirais, de l'équité à l'échelle de ce territoire. Donc je rappelle que le nombre des cantons va être divisé par deux, mais le nombre d'élus ne changera pas. Ne change pas. Donc il faudra bien 2 élus pour pouvoir prendre en charge et d'avoir ce rapport justement de proximité. C'est tout l'intérêt. Je peux préciser, parce que la proximité est encore un de ces mots valises, un de ces mots de la propagande politicienne. Tout le monde est d'accord avec la proximité, mais est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que ça veut dire de donner des crédits, enfin 52% sur le social, ok, et le reste pour la proximité, mais ça veut dire quoi exactement? Que vous allez publier des papiers, vous allez faire... C'est la rencontre que l'élu et l'administration peuvent avoir ou vont avoir avec nos concitoyens. Ouais. C'est dans ce qui peut être de l'ordre, nous parlions du social, de l'ordre du RSA, où des gens en grande difficulté vont pouvoir, avec la collectivité... Moi, je croyais que ça voulait dire des débats citoyens, une démocratie participative qui ne se contente pas de s'appeler comme ça, mais qui réaliserait quelque chose qu'il faudrait inventer, d'ailleurs, parce que je ne sais pas très bien, est-ce que les comités de quartier, enfin, je croyais que c'était ce genre de choses, moi. Au niveau du conseil général, oui. La démocratie participative en fait partie, bien évidemment, mais c'est dans le rapport, ce que je veux dire, c'est dans le rapport aux concitoyens. Les EHPAD, qu'il y ait un certain nombre dans la prise en charge des personnes âgées, dans ce qui peut être de l'ordre de la mise en place de l'APA, dans ce qui peut être de l'ordre... Non mais excuse-moi, mais tu cites que des exemples d'assistance et de soutien et d'aide. Et de soutien et d'aide, mais... Moi, je pensais à autre chose, je pensais à la parole des gens, à essayer de dégager de l'opinion qui, en général, se développe dans les cafés du commerce, et de leur donner des lieux pour s'éclairer elles-mêmes et peut-être pour décider de trucs. C'est pour ça que je pensais au comité de quartier. Moi, je croyais que c'était un peu ça l'idée. Les comités de quartier, c'est à l'échelle de la ville. Oui, mais bon... Les conseils de quartier, c'est-à-dire que la ville de Bergerac a mis en place des conseils de quartier. Pourquoi pas des conférences citoyennes, mais je sais pas. Vous avez des réunions cantonales, tu as des réunions cantonales qui pourront tout à fait, et qui déjà se tiennent dans les différents cantons, où les conseillers généraux, le président du conseil général peuvent se rencontrer, ou se rencontrent déjà, sur
différentes thématiques, et il peut y avoir à ce moment-là une véritable discussion, échange avec la population. Donc ce que nous trouvons, je dirais, à l'échelle d'une ville, si on prend l'exemple de la ville de Bergerac, ou des conseils de quartier, où il y a une véritable démocratie participative, en ce sens que lorsque nous refaisons, lorsque nous refaisons une rue, depuis 2008, jamais une rue n'a été refaite sans avoir une réunion, une concertation, une discussion, une présentation avec les habitants. Pas une seule. Non mais d'accord, mais attends, il y a une différence entre dire on va faire ça, est-ce que vous êtes d'accord, et puis au contraire dire qu'est-ce que vous voulez faire. Eh bien c'est là, mais je vous invite à Canal Pop à venir participer à ces réunions, à ces moments d'échange avec la population, À aucun moment il n'a été décidé de manière complètement arbitraire une réflexion, une restructuration d'une rue sans avoir l'avis, les propositions des habitants. Alors bien sûr, après il y a des considérations techniques qui font que, mais nous sommes là. Les gens sont beaucoup plus raisonnables s'ils se sentent engagés, y compris comme ça personnellement, quoi. Pour élargir un petit peu la question, puisqu'elle était un peu centrée sur la ville de Bergerac, la preuve en est donnée de ces temps de discussion et de ces temps de consultation, le projet d'agglomération qui va nous animer, enfin qui va le premier chantier va se faire avec le conseil de développement. Les textes prévoient, donc ce conseil de développement il sera formé de représentants de la société civile, d'associations, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'ensemble nous allons définir ce projet d'agglomération que nous appelons tous de nouveau. Une conférence territoriale au niveau cantonal, enfin dans les papiers de la ministre. Tout à fait. Ce genre de truc. Regardez, je ne sais pas si vous étiez présent à la réunion publique qu'il y a eu sur le SCOT. L'ancienne cab au fond, quoi. Non. C'est ce qui a précédé la communauté d'agglomération. Le schéma de cohérence territoriale. Ça va être un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire extrêmement important. Et c'est l'exemple probant de ce que peut être la démocratie participative à cet égard et comment on peut associer la population à cette démarche d'aménagement du territoire. Donc il y a eu plusieurs réunions, des réunions publiques, présentations, chacun a pu donner son point de vue. Les points de vue sont pris en compte, les maires, les associations, la société civile étaient présentes. Et d'ailleurs, ça a réuni plus de 200 personnes à cette occasion. Donc nous sommes vraiment dans cette démarche. Et oui, c'est quelques centaines de personnes, c'est sûr. Mais alors, comment on explique que ça, non pas que ça aille si mal, mais enfin que quand même cette foutue démocratie n'aille pas très bien en France, où tout le monde se connaît les chiffres de l'abstention. Un maire comme toi, de ville de 30 000 habitants, est élu avec 300 voix de plus que le concurrent, quoi. Je sais pas moi, n'importe quel homme politique, national ou local, s'il obtient 15-20% des inscrits, il est très content parce qu'il est sûr de gagner, quoi. Donc 15-20% c'est beaucoup, et en même temps ça laisse 80% de gens ailleurs, quoi, ou qui s'expriment pas, ou qui sont pas sollicités, j'en sais rien, mais bon. Alors comment se fait-il qu'avec toutes ces belles intentions dont on vous crédite, c'est sûr, mais comment ça se fait que ça n'aille pas très bien quand même? Ça ne reste pas non plus à l'état de l'intention. Ouais. C'est mis en œuvre. Non, mais bien sûr. Faites ce que vous pouvez. On est bien d'accord. Alors après, ça c'est un vaste débat. On peut parler de la question de l'instruction civique dans les écoles. On peut parler de l'éducation. On peut parler de l'image que peut être à un moment donné, ou de la traduction qui peut en être faite, pas forcément très objective, de la part des médias. Bien. On va taper sur les médias. Alors c'est toutes ces questions-là. Donc on ne peut pas avoir une réponse unique par rapport à ces. Et je crois que aujourd'hui c'est quelque chose de très transversal. Peut-être une illustration concrète. Ici, je me rappelle de repas de famille il y a 20 ans. Avec mon papa, on consacrait
une très large part du débat autour de la table Oui, à la politique. absolument. Aujourd'hui, c'est complètement banni de cette table. Il y a la télé, à quoi Non, c'est que aujourd'hui, on a du mal à supporter la contradiction sans aller plus loin. Ouais. C'est-à-dire que cette contradiction nous amène souvent à des conflits. Donc on est réticent à ce débat politique. C'est exactement ce que nous c'est- essayons de faire à Canal, les discussions politiques de nos ancêtres, je sais pas quoi. Mais bon, peut-être aussi au goût du jour. Enfin, je dois ajouter en passant, parce que moi je suis un putain d'intello évidemment, que ici il y a beaucoup de livres et c'est uniquement consacrés à ce sujet. Je sais pas si vous avez le temps de bouquiner en faisant ça, mais on voit quand même que la question est fortement sur le tapis, en tout cas dans la tête des chercheurs en sciences politiques. Bien sûr. Vraiment, ils connaissent bien ça, quoi. Hein. Et on se casse la tête à examiner comment ça se passe, quoi. Par quel miracle est-ce que, ma foi, la vie politique qui devrait être la plus belle des choses, qui devrait être le truc où les gens vraiment s'engueulent, se réconcilient, se concilient, est devenue cette image absurde de tous pourris. Enfin bon, hein, j'y suis pour quelque chose. D'ailleurs, de temps en temps, j'ai envie de dire, bah oui, c'est vrai, ils sont tous pourris, quoi. Je sais si on a... C'est le qualificatif absurde. Voilà. Ok. Bon, Philippe, tu m'aides ou tu es content? Tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais juste poser une question par rapport, tu pourras reprendre au micro si Oui, tu veux. oui, vas-y. Concernant la féodalisation, parce que c'est quelque chose qu'on met en avant, Ouais. réforme territoriale, démocratie On peut proximité, parler, etc. ouais. Et dans l'autre sens, on reproche une certaine reféodalisation du fait qu'il n'y a pas de suffrage universel direct. Et à mon avis, est-ce que le fléchage va répondre à cette difficulté? À mon avis, non. Parce que le fléchage, c'est pas un suffrage universel direct pour ces fonctions-là. Donc ça déjà, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et est-ce que vous imaginez, parce qu'en fait, pour aller contre l'idée un peu complotiste, parce qu'il faut dire qu'on a tellement entendu de choses par rapport à l'élection de la CAP, est-ce qu'il y a des complots, ils sont entendus entre eux, féodalisation, clientélisme, etc. Donc comment essayer de résoudre cette difficulté? Est-ce qu'elle existe vraiment? Et puis tu disais qu'un élu avait besoin de temps pour construire. 2014, ça va arriver très vite, donc le président de CAP va changer en 2014. Enfin, en 2014, il y aura le fléchage. Est-ce que tu vas te flécher? Deuxième question. Bon, alors, Philippe vient de prononcer un gros mot, féodalisation. Est-ce que la réforme territoriale n'est pas le retour des féodalités? Alors là, comme Philippe, c'est un type de gauche et même d'extrême gauche, donc il a lu Mélenchon qui disait que la réforme territoriale, c'était le déchiquetage de la République. Voilà, parce que les trucs allaient être très différents selon les régions où on habite. Alors, féodalité, retour de la féodalité. Et le deuxième point, c'était... Pour la durée de la fonction, est-ce que tu feras Ah oui, les élections de 2014. Est-ce que tu seras candidat non seulement à la mairie de Bergerac, mais aussi à la présidence de la CAP? C'est ça que tu veux savoir. Bon. Sur le premier point, concernant le fléchage et l'élection donc à la communauté d'agglomération. 2014, c'est le fléchage. Je pense que c'est... Même si, je crois que rien n'a été véritablement tranché jusqu'à présent. Est-ce que tu souhaiterais une élection particulière, territoriale? Alors, une troisième élection. Troisième élection. Alors, je crois que là-dessus, pourquoi pas une élection au suffrage universel? Théoriquement, on peut bien le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est important que nos concitoyens puissent se positionner sur tel ou tel projet ou sur telle ou telle réalisation. Par exemple, c'est ce qui nous sur telle ou telle réalisation. Donc ça, je crois que bon, tout le monde sur le fond est bien d'accord avec ça. La question qui se pose, c'est l'existence des communes à terme. Et je trouve que si nous partions sur une élection directe au suffrage universel, se poserait de manière beaucoup plus accrue que maintenant le maintien des communes. On pourrait utiliser l'argument de l'élection territoriale pour dire, puisque c'est fait, maintenant on supprime les communes. Je dis, il faut être très prudent. À ça. Donc, le fléchage
établit forcément, alors donc il y a bien élection d'une certaine manière au deuxième niveau, au suffrage universel, mais établit ce lien fort entre la commune et la communauté d'agglomération. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est un élément qu'il faut bien prendre en compte. L'idée d'intégrer les élus au territoire dans les élections municipales, effectivement. Voilà. L'élection au Sénat est bien une élection au deuxième niveau. Et à ce jour, personne ne l'a remise en question. Hein. Voilà. Bon, donc, je ne crois pas que ce soit d'actualité. Hein. En ce qui me concerne, deuxième question, en ce qui me concerne. Le déchiquetage de la République. Non, j'allais pas répondre à cette question sur le déchiquetage de la République. Ça, c'est une expression de Mélenchon. Bon, c'est bien comment Mélenchon peut être excessif dans ses propos à certains moments. Donc, même s'il y a à certains moments des choses qu'il faut prendre en compte. Mais là, bon, ça fait partie de son excessivité. Mais je ne crois pas qu'il y ait un déchiquetage de la République. Bien au contraire. Bien au contraire, je crois qu'il est important de pouvoir, bien sûr, clarifier. Et dans le cadre de cette réforme territoriale, tout à l'heure, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. On parlait du Conseil général, on parlait de la région, on parlait de l'agglomération. Sur la région, comme au niveau du Conseil général, il était important de repréciser un petit peu les compétences de ces différentes collectivités. Il n'est pas normal qu'au niveau de la région, eh bien, on puisse donner les compétences de la formation, mais l'emploi, pas tout à fait. Et si bien qu'à certains moments, nous nous retrouvons pour aborder un problème de route. Autour de la table, il faut l'État, le Conseil régional, le Conseil général, etc. Et c'est ce qui vient, bien évidemment, à certains moments ralentir et qu'il faut du temps. Ce que je disais tout à l'heure, dans la vie d'un élu, eh bien, il faut du temps. Et cette organisation-là, sur la prise de décision, eh bien, vient faire perdre du temps. Donc, je finis. Oui. Donc, bien préciser les compétences, et il me semble que la région doit avoir compétences totalement au niveau de l'économie, totalement au niveau des transports, au niveau de l'emploi, etc., etc., de manière à ce que ce soit bien identifié. Le Conseil général, nous l'avons vu, une forte compétence au niveau du social, collège, route. La communauté d'agglomération, eh bien, à cet égard, établissant des conventions entre la région sur les questions d'aménagement du territoire, de formation, et des conventions avec le département. Des conventions, et je crois que provisoires ou des... Ça peut être sur des conventions triennales, parce que ma question, sur des différents projets. Des territoires eux-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'une compétence doit être déterminée par le découpage territorial ou administratif, ou bien au contraire, enfin différemment en tout cas, est-ce que la compétence ne doit pas être dépendante au fond des compétences des personnes, des gens, peut-être qu'il y a un type qui vient d'être élu et qui dit moi, voilà, pour des tas de raisons, je suis plutôt du côté des transports, je suis plutôt du côté de la petite enfance, je suis peut-être de la scolarité, j'en sais rien. Est-ce que ça dépend plutôt de la compétence des hommes ou de la compétence des territoires? Moi, c'est déjà ce qui se décline à la communauté d'agglo. Hein. C'est que suivant l'affectif de chacun et puis ses prédispositions, qu'elles soient professionnelles ou autres, chacun s'est positionné par rapport... C'est déjà le cas, ça. C'est déjà le cas. Des gens qui disent, voilà, moi c'est plutôt ça. Et vous arrivez à avoir un panel assez complet là-dessus. C'est en ce sens que cette représentativité au niveau de notre communauté d'agglomération, j'y reviens bien, eh bien, on a pris en compte les aspirations des uns et des autres et les compétences qui étaient les leurs, que ce soit au niveau de la santé, qu'au niveau des transports, comme au niveau de l'économie, etc. Donc, je crois qu'il est important, d'une part, au niveau des collectivités, de pouvoir clarifier ces compétences, d'éviter les phénomènes de redondance à certains moments qui nous font perdre du temps. C'est pour ça que c'est... Et bien évidemment, que nous puissions avoir les élus compétents à la place qu'ils souhaitent occuper. Un dernier point peut-être, enfin je ne sais pas, mais Alain Rousset... Ah oui, pardon. Je peux donner mon avis. Sur Bergerac. C'est 3 secondes. Et puis le fléchage, est-ce que, en tant que président pour un an, est-ce que tu serais déjà amené à te dire j'ai envie de poursuivre l'expérience
la présidence de la CAB et puis évidemment... C'est un peu une question médiatique, ça. Oui, alors, sur cette question, déjà, le préalable, c'est que je me représente donc au municipal. Pour l'instant, je dirais qu'apporter une réponse par rapport à ça, l'heure n'est pas venue. Je l'ai indiqué. Est-ce que j'ai demandé? Je vois une espèce d'effervescence depuis quelques semaines autour de ces élections municipales. Je dis, moi, mon souci aujourd'hui, c'est de mener à bien le programme sur lequel les Bergeracois nous ont élus. Donc nous travaillons avec toute l'équipe sur ce programme-là. Le moment viendra de se positionner par rapport aux futures échéances. Oh. Le travail qui est mené entre ville, communauté et communauté d'agglomération est un travail qui est passionnant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, nous sommes dans une réflexion, bien sûr, au-delà de Bergerac intramuros, et se limiter à une réflexion sur Bergerac intramuros est une aberration, oui. Et nous en avons trop souffert, oui. Par le passé. Donc aujourd'hui, il faut élargir son champ d'intervention et dans un souci d'aménager ce territoire. Donc il n'y a pas incompatibilité entre être le maire d'une ville et être délégué à la communauté d'agglomération. Mais ce que je dois dire, c'est que ce travail occupe largement un élu sans aller convoiter d'autres sièges par ailleurs. On espère bien. Voilà. Oui, un petit détail, mais Alain Rousset fait partie des présidents de région qui sont plutôt dans l'optique féodale, justement en disant « moi je veux un président », alors que d'autres politiques disent « non, moi je suis plutôt pour une présidence tournante à propos de la réforme territoriale, de ne pas laisser toutes les compétences entre les mains d'un seul homme, compétences décisionnelles en tout cas. Vous avez une idée là-dessus ou c'est des trucs qui vous dépassent un peu parce que c'est la région, je sais pas. Ouais, bon, sur cette question de la présidence tournante, ouais. C'est un peu accessoire. Je crois que la loi sur le cumul des mandats viendra bien préciser, bien éclairer sur le sujet. Quoi. Bon. Ok. Bueno, eh ben Juste sur le fléchage, moi je pense que pour que les communautés d'agglomération, les communautés de communes dans leur généralité puissent être bien reconnues, je suis assez favorable au suffrage universel pour ces collectivités. Ah oui. Et je serais, j'entends l'argument développé par Dominique par rapport aux communes et je le partage, mais il y a des moyens quand même de par justement une bonne prise en compte des compétences, peut-être de laisser aux communes des compétences qui sont plus de leur ressort, liées à leur proximité avec les citoyens, peut-être de leur redonner certaines compétences pour mieux exercer celles de la communauté d'agglomération. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi les compétences communales particulières ? Moi, je sais pas, profiter de l'échelle de la communauté d'agglomération, par exemple, pour apporter l'ingénierie au niveau de la voirie, mais redonner l'exercice de cette compétence aux agents de la commune. D'accord. Bon, eh ben, merci beaucoup pour tout ça. Alors, on a évoqué les médias, donc notre ami Monsieur Antoine Tinel va être content parce qu'on n'a pas dit trop de mal de Sud-Ouest, donc il va être ravi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a du boulot à faire aussi pour éviter l'image politicienne de la course de chevaux, quoi. Hein, l'image de... Voilà, je disais que dans le dernier article de Sud-Ouest, il y avait écrit il faut battre Dominique Rousseau 2 fois, quoi. Et voilà, c'est drôle que ce langage vienne immédiatement sous le... et puis voilà, à part ça... Non, mais c'est pas Sud-Ouest. Je veux pas faire l'avocat de Sud-Ouest, loin de là. Mais c'est pas Sud-Ouest qui le dit. C'est un futur potentiel, peut-être, candidat au municipal qui indiquerait qu'il pourrait faire une alliance avec un qui vient de se déclarer. Donc on assisterait là aussi peut-être au mariage de la carpe et du lapin, d'une certaine manière. Bon courage pour essayer d'éviter ça, en tout cas, parce que c'est pas facile. Merci beaucoup à tous. Roberto, mi amigo, murió en la Florida
su querida hija. Y creo que eso